Maintenant, on va commencer de s'intéresser à l'interaction entre un spin et un champ magnétique. Pour un type de noyau donné, donc caractérisé par son rapport gyromagnétique gamma comme on l'a défini tout au début, eh bien à quoi on va s'intéresser maintenant bien entendu à une différence d'énergie, parce que comme on ne va pas tarder de parler d'absorption, l'absorption est toujours liée à une différence d'énergie. Eh bien la différence d'énergie delta E égale E bêta moins un E alpha, avec E bêta puis E alpha qui correspond à l'énergie de chacune des populations de noyaux qui a été soumis au champ B0, eh bien cette différence d'énergie, elle est proportionnelle au champ B0. Et on a la relation delta E qui est égale à E indice bêta moins E indice alpha qui est égal à gamma fois H sur 2pi fois B0. Alors, en termes de représentation, on peut tout de suite commencer par s'intéresser au diagramme énergétique. Dans le cas où on a B égale 0, d'un point de vue énergétique, on a les particules qui ont un spin m plus 1,5 qu'on appelle alpha, des particules qui ont un spin m égale moins 1,5 qu'on rattache au nom bêta, dirigé vers le bas dans notre modèle. Et bien dès qu'on va soumettre ces particules à un champ magnétique B0 positif, on va modifier les états d'énergie E indice bêta et E indice alpha, et on va passer de E à E indice alpha pour les spins de type alpha, et on va passer de l'énergie E à E indice bêta pour les spins bêta de type bêta. Et entre, eh bien l'énergie E indice bêta moins E indice alpha, c'est delta E. Donc vous voyez, tout ça c'est soumis au champ B0. Alors, vous voyez ce qui va bientôt se passer quand on va venir faire interagir une onde électromagnétique de même énergie que ce delta E, eh bien il va se passer des choses intéressantes, vous vous en doutez. Alors si on revient au cas B égale 0, on a delta E est égal à 0, puisque les spins sont situés sur un même niveau énergétique, puisqu'ils ne sont pas sollicités par un champ externe. On a E indice bêta qui est égal à E indice alpha, donc E bêta moins E alpha est égal à 0. On a une même énergie ou une même dégénérescence. Quand B indice 0 est positif, quand on applique un champ magnétique à cette population de noyaux qui possèdent des spins différents, eh bien la population qui est attachée au niveau énergétique E indice bêta, elle est opposée au champ magnétique B0 externe, et elle va se situer dans un état moins stable que la population de noyaux qui sont rattachés au niveau d'énergie E indice alpha, qui elle est alignée au champ et qui va avoir un caractère plus stable niveau comportement. Mais avec le champ magnétique, on crée déjà une différence d'énergie delta E dans la population qu'on étudie. La relation de Boltzmann, ça pourrait presque être un aparté dans cette présentation. J'ai choisi de vous la donner quand même pour que vous compreniez que tout est quantifiable au niveau des phénomènes qu'on étudie. Alors qu'est-ce que c'est que la relation de Boltzmann? La relation de Boltzmann va permettre d'évaluer une différence de population entre deux états d'énergie. Et on va l'exprimer sous la forme d'une proportion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire combien de proportions j'ai de noyaux qui sont à l'état E indice bêta par rapport à le reste de la population de noyaux qui est au niveau d'énergie E indice alpha. Alors c'est la relation de Boltzmann qui va nous apporter une réponse à cette question. On a grand N indice petit m égale moins 1 demi, donc rattaché au spin de type bêta, divisé par grand N indice m égale plus 1 demi pour les noyaux rattachés au spin type alpha, et bien ça c'est égal à exponentielle de moins delta E sur kt. Avec grand N indice petit m égale moins 1,5, la population de noyaux de spin moins 1,5, grand N indice m égale à plus 1,5, la population de noyaux de spin plus 1,5, K la constante de Boltzmann, 1,38 10 moins 23 joules par degré Kelvin, T c'est la température absolue en degrés Kelvin,
est delta E, la différence d'énergie entre les deux niveaux énergétiques E indice bêta et E indice alpha qui nous intéressent, qu'on a défini précédemment. Alors pratiquement ces deux populations, elles sont très voisines. Et seul le léger excès de la population liée au niveau d'énergie E indice alpha est responsable d'un signal en RMN. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'interaction entre un spin placé dans un champ magnétique et une onde électromagnétique? Eh bien, d'une façon identique à ce qu'on a vu en spectroscopie ultraviolette visible ou infrarouge, on est en présence d'une absorption lorsque les noyaux qui sont placés dans un champ magnétique externe, donc notre B0 de tout à l'heure, va être soumis à une radiation électromagnétique d'énergie E égale H nu, telle que E égale H nu est égal à delta E, là, la différence d'énergie qu'on a entre E indice bêta et E indice alpha, qui est égal à gamma H sur 2pi fois B0. C'est-à-dire, lorsqu'on a une onde électromagnétique de fréquence nu égale gamma sur 2pi B0, on a ce qu'on appelle la relation de Larmor. Et c'est dans ces conditions-là qu'on va arriver à faire une interaction entre une nouvelle contribution extérieure qui est une onde électromagnétique. Je vous rappelle qu'en spectroscopie, RMN, c'est la partie champ magnétique du champ électromagnétique qui interagit. Donc, cette contribution de ce second champ externe qu'on va appliquer sur notre population de noyaux, je vais l'appeler B1 par rapport à B0. Retenez bien ça. On a un aspect désordonné, on le met sous un champ intense B0, on structure un peu tout ce désordre en alignant les spins, mais pas tous dans la même direction. Maintenant, il y a un deuxième phénomène qui apparaît, on amène une onde électromagnétique extérieure et on regarde ce qui se passe au niveau interaction. Cette onde électromagnétique, elle est principalement composée, elle est composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique, et c'est la partie champ magnétique de cette onde électromagnétique qui va venir interagir sur la même population qu'on étudie. Alors l'ordre de grandeur de cette énergie de l'onde électromagnétique incidente, elle est de quelques millijoules, et les fréquences utilisées sont de l'ordre du mégahertz. Inversion de spin et résonance. On a notre population de noyaux qui est soumise à un champ magnétique externe B0 qui nous aligne tous les spins des noyaux dans le même sens. Perpendiculairement à ce champ magnétique B0, on fait interagir l'ensemble de cette population avec une onde électromagnétique d'énergie H nu. Ça, c'est l'aspect corpusculaire. Et sur l'aspect ondulatoire donc de cette onde électromagnétique, je vous rappelle, et j'insiste, que c'est la composante champ magnétique de cette onde qui va venir interagir. Donc le principe de cette interaction, ça va consister à irradier les noyaux qui sont placés dans le champ magnétique B0 à l'aide d'une onde électromagnétique de fréquence nu variable. C'est un champ radiofréquence de l'ordre de 30-10 puissance 6 Hz faiblement oscillant, que j'appelle B1, et de direction perpendiculaire au champ B0. Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre en présence ces deux phénomènes. Bien, la première approche, c'est de la faire avec le diagramme énergétique qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est que pour un champ B0 positif, on avait une énergie initiale E indice alpha pour la population des noyaux dont le spin était plus 1,5, c'est-à-dire de type alpha aligné au champ, et l'énergie attachée à la population de noyaux dont le spin est inverse du précédent, opposé au champ B0, quantifiée avec m égale moins 1,5 type bêta, et bien lorsque l'on va faire interagir cette population avec une onde électromagnétique H nu égale delta E,
on va avoir ce qu'on appelle un phénomène de résonance, c'est-à-dire que tous les spins de type alpha vont se transformer en spin de type bêta. Et à ce moment-là, on va avoir tous les noyaux qui vont être dirigés, tous les spins de chaque noyau qui va être dirigé dans le même sens et dans la même direction, avec la quantification m égale -1,5.